Bienvenue sur Orbita. Imaginez un monde où le ciel ne verse pas de l'eau. Imaginez un monde où la pluie elle-même est un matériau si violent, si impitoyable, qu'une seule goutte pourrait vous découper en deux. Vous croyez connaître les extrêmes de l'univers. Vous croyez que Mars est hostile, que Vénus est un enfer. Détrompez-vous, car aujourd'hui, nous allons voyager vers des planètes où la météo ne se contente pas de tuer. Elle sculpte, elle taille, elle transforme l'atmosphère elle-même en une arme de verre brisée. Accrochez-vous, car sur Orbita, nous ne regardons pas les étoiles. Nous plongeons dans leur pire cauchemar. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui risque de changer à jamais votre conception de ce qu'est une planète habitable. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et préparez-vous, car il pleut du verre. Depuis l'aube de l'humanité, nous avons levé les yeux vers le ciel, et nous nous sommes demandé une chose simple. Sommes-nous seuls? Et si nous ne le sommes pas, à quoi ressemble le monde de l'eau? Nous avons imaginé des océans d'eau liquide, des forêts luxuriantes, des ciels bleus comme le nôtre. Mais l'univers, dans sa cruauté créative, a inventé des mondes qui défient toute imagination humaine. Des mondes où la physique elle-même semble devenue folle, où les lois que nous croyons universelles se tordent, se brisent, se reforment en quelque chose d'impiet. Et parmi toutes ces aberrations cosmiques, il en existe une qui me hante personnellement. Une planète où le ciel pleut des lames. Pas de l'eau, pas de l'acide. Du verre, du silicate fondu. Des cristaux de quartz en fusion qui traversent des vents supersoniques comme des balles de fusil à travers du beurre. Vous pensez que c'est de la science-fiction? Attendez de voir les données. Attendez de comprendre comment une telle chose est non seulement possible, mais peut-être même commune dans notre galaxie. Pour comprendre comment une planète peut pleuvoir du verre, nous devons d'abord comprendre un concept fondamental de la physique des exoplanètes. On l'appelle le point de rosée. Sur Terre, quand l'air chaud et humide rencontre une surface froide, l'eau se condense. Elle passe de vapeur à liquide. C'est ainsi que se forment les nuages, la rosée du matin, et oui, la pluie. Mais imaginez maintenant que l'atmosphère d'une planète ne contienne pas de vapeur d'eau. Imaginez qu'elle contienne de la vapeur de silicate, du sable, du quartz, des roches réduites à l'état gazeux par une chaleur infernale. Sur Terre, le point de rosée de l'eau est à 100 degrés Celsius. Mais le point de rosée du silicate, il se situe aux alentours de 1500 degrés Celsius. Oui, vous avez bien entendu, 1500 degrés. À cette température, le sable ne fond pas seulement. Il s'évapore. Il devient un gaz aussi invisible que notre air, flottant dans l'atmosphère d'une planète aussi chaude qu'une étoile naine. Et puis, quelque part dans cette atmosphère, il y a une couche plus froide. Pas froide, comme nous l'entendons. Froide relativement. Peut-être seulement 1000 degrés. Et là, magie de la thermodynamique, le gaz de silicate se condense. Il forme des gouttelettes. Des gouttelettes de verre liquide. Des larmes de silicate fondu qui grossissent, qui s'agglomèrent, qui deviennent trop lourdes pour rester en suspension. Et alors, elles tombent. Elles tombent comme notre pluie tombe. Mais ce n'est pas de l'eau qui vous mouille. C'est du verre en fusion. C'est une pluie de cristaux incandescents qui s'abat sur un paysage déjà calciné. Mais comment une planète devient-elle assez chaude pour évaporer de la roche? La réponse nous ramène à un type d'exoplanète que les astronomes découvrent par centaines. Les Jupiters chauds. Ces mondes géants, parfois plus massifs que Jupiter lui-même, orbitent si près de leur étoile que leur année dure moins d'un jour terrestre. Imaginez une planète géante qui tourne autour de son soleil en quelques heures. La proximité est telle que la température de surface dépasse souvent les 1000 degrés Celsius. Certaines atteignent 2000, 2500 degrés. À ces températures, les métaux commencent à s'évaporer. Le fer devient un gaz. Le titane flotte dans l'air. Et le silicate
ce composant omniprésent des roches rocheuses, se transforme en vapeur. Mais voici où l'histoire devient véritablement fascinante. Ces Jupiters chauds ne sont pas uniformément chauds. Comme notre Lune montre toujours la même face à la Terre, beaucoup de ces planètes sont gravitationnellement verrouillées. Elles montrent une face permanente à leur étoile. Un jour éternel d'un côté, une nuit éternelle de l'autre. Et entre les deux, une zone de crépuscule, un couloir de tempête où le jour rencontre la nuit. Sur la face jour, le silicate s'élève en vapeur. Des vents inconcevables, souvent supersoniques, poussent ce gaz vers la face nuit. Et là, dans l'obscurité éternelle, il refroidit, il se condense. Il forme des nuages de verre. Des nuages qui s'étendent sur des milliers de kilomètres, aussi épais que des chaînes de montagnes, aussi sombres que du basalte. Et puis, la pluie commence. Une pluie qui ne s'arrête jamais, car la planète ne tourne pas. Le cycle est éternel. Évaporation du côté jour, condensation du côté nuit. Des rivières de verre liquide qui coulent vers l'hémisphère obscur. Des lacs de silicate refroidis qui se solidifient en surface lisse, en miroir naturel, reflétant l'éclat de l'étoile voisine. Et si vous vous demandez ce que ressentirait un être vivant là-bas, ne vous posez pas la question. Il n'y a pas de vie possible. Il n'y a même pas de molécules organiques qui survivent 5 secondes. C'est un monde de minéraux en transit perpétuel. Un four géant où la géologie elle-même est devenue météorologie. Prenons un exemple concret. AJD 189 1733. Cette planète découverte en 2005 est devenue le modèle de référence des mondes extrêmes. Elle orbite son étoile en 2,2 jours. Sa température dépasse les 900 degrés Celsius. Mais ce n'est pas la chaleur qui la rend célèbre, c'est sa couleur. Des observations spectroscopiques ont révélé quelque chose d'incroyable. L'atmosphère de AJD 189 1733b contient des particules de silicate en suspension. Du verre, des cristaux microscopiques qui diffusent la lumière bleue de son étoile. C'est pourquoi cette planète paraît bleue. Pas à cause de l'eau, comme notre Terre, à cause du verre. Des milliards de particules de silicate qui flottent dans son air, créant une brume éternelle, une atmosphère laiteuse où la lumière se brise et se diffuse. Et quand ces particules deviennent trop lourdes, elles tombent. Elles tombent dans des vents qui soufflent à 8700 km à l'heure. Cette fois, la vitesse du son. Imaginez la force de ce vent. Il ne souffle pas. Il déchire. Il arracherait les montagnes de la surface s'il y en avait. Et dans ce vent, la pluie de verre ne tombe pas verticalement. Elle tombe horizontalement. Elle devient une tempête de lames volantes. Des gouttelettes de silicate fondu qui traversent l'atmosphère comme des projectiles, qui s'écrasent sur le sol à des vitesses qui défient l'entendement, qui se brisent en millions d'éclats qui sont aussitôt repris par le vent et projetés à nouveau. C'est un cycle de destruction infinie. Une planète qui se taille elle-même à coups de verre brisé. Une géologie faite de violences atmosphériques. Mais, attendez, je vous ai parlé de Jupiter chaud, de planètes gazeuses géantes. Or, la question qui brûle les lèvres de tout chercheur aujourd'hui est simple. Et les planètes rocheuses? Et les super-terres? Ces mondes qui ressemblent à la nôtre, mais plus massifs, plus grands, plus proches de leur étoile, peuvent-ils aussi pleuvoir du verre? La réponse, mes amis, est oui, et c'est peut-être encore plus terrifiant, car une planète rocheuse possède une surface solide, un sol, des montagnes, des vallées, et quand le verre s'y abat, il ne disparaît pas dans des nuages de gaz. Il s'accumule, il s'empile, il forme des strates. Imaginez une super-terre 2 fois plus massive que la nôtre, orbitant à quelques millions de kilomètres de son soleil. Sa surface est déjà un désert de magma. Des océans de lave couvrent l'hémisphère jour. Et au-dessus de ces océans, l'atmosphère est saturée de vapeur de silicate. Pas seulement un peu, saturée.
Chaque molécule d'air est porteuse de roches évaporées. Et puis, dans les hauteurs, le refroidissement commence. Les nuages se forment. Pas des nuages blancs et doux comme les nôtres. Des nuages noirs, lourds, chargés de verre en fusion. Des cumulonimbus de silicates et s'élèvent sur des dizaines de kilomètres. Qui crépitent d'éclairs? Non pas d'éclairs d'eau, mais d'éclairs de plasma minéral. Et quand ces nuages éclatent, la pluie ne tombe pas en douceur. Elle s'abatte. En rideaux, en torrents. Des trombes de verre liquide qui s'écrasent sur la lave en dessous, qui créent des explosions de vapeur secondaires, qui forment les cycles de rétroaction où la pluie refroidit la surface juste assez pour que de nouveaux silicates se condensent. C'est une machine à fabriquer du verre à l'échelle planétaire. Une usine naturelle où le sable ne vient pas de l'érosion millénaire. Il vient du ciel. Il vient de la pluie elle-même. Et au fil des millions d'années, ces planètes développent des caractéristiques géologiques uniques au cosmos. Des plaines de verre noir, lisses comme des miroirs, s'étendant sur des continents entiers. Des montagnes de silicates solidifiés, sculptées par des siècles de tempêtes abrasives. Des canyons creusés non pas par de l'eau, mais par des rivières de verre refroidi qui ont coulé avant de s'immobiliser pour l'éternité. Je dois maintenant vous parler d'une découverte récente qui a secoué la communauté scientifique. En 2023, le télescope James Webb a pointé ses miroirs vers une exoplanète nommée WASP-107b. Ce n'est pas une planète rocheuse, c'est une Neptune chaude, un monde gazeux, mais plus petit que Jupiter. Et pourtant, ce que Webb a vu là-bas a défié tout attend. Dans l'atmosphère de WASP-107b, les spectrographes ont détecté non seulement du silicate, mais des cristaux de quartz. Du quartz, ce minéral précis, cette forme cristalline de silicate que nous utilisons pour nos montres, nos électroniques, nos bijoux, il flottait dans l'atmosphère d'une planète à 200 années-lumière. Comment du quartz peut-il se former dans un gaz chaud? La réponse réside dans la vitesse de refroidissement. Quand le silicate gazeux traverse la zone de crépuscule de WASP-107b, il ne se refroidit pas lentement. Il subit un choc thermique brutal. Le gaz passe de 1500 degrés à 800 degrés en quelques minutes à peine. Et, en physique des matériaux, un refroidissement rapide force les atomes de silicium et d'oxygène à s'organiser en structure cristalline. Ils n'ont pas le temps de former du verre amorphe. Ils cristallisent, ils deviennent du quartz. Des cristaux de quartz qui flottent dans l'air comme de la neige, qui tombent, qui remontent, qui tombent à nouveau. WASP-107b ne pleut pas juste du verre. Elle pleut des cristaux parfaits. Des gemmes qui se forment dans le ciel et retombent sur un monde de gaz. C'est l'opulence minérale poussée à son paroxysme. Un monde où les pierres précieuses sont aussi communes que la pluie. Où le ciel est une bijouterie en fusion permanente. Et maintenant, permettez-moi d'ouvrir une nouvelle boucle de curiosité. Car si le verre peut pleuvoir, que dire d'autres matériaux? L'univers est un chimiste prodigue. Il ne se limite pas au silicate. Sur certaines planètes, la température est telle que même les métaux s'évaporent. Je vous parle de planètes où il pleut de l'acier, où des gouttelettes de fer liquide traversent des atmosphères d'hélium brûlant, où la surface est couverte d'océans de titane et de vanadium. Imaginez un monde où le ciel est couleur bronze, non pas à cause de la lumière de l'étoile, mais parce que l'air lui-même contient de la vapeur de cuivre, où la pluie est une alliage de métaux lourds qui s'écrasent sur le sol avec un bruit de cloche, où les montagnes sont faites d'argent solidifié, et les rivières coulent de mercure pur. Cela existe. Les astronomes l'appellent les planètes à pluie de métal. Elles orbitent autour d'étoiles naines ultra froides, des naines brunes si tièdes que vous pourriez presque les toucher. Mais la proximité orbitale de ces planètes compense la froideur de l'étoile. La planète est si proche qu'elle subit un déferlement de radiation qui vaporise les métaux de sa croûte. Et dans l'atmosphère, ces métaux se condensent. Ils forment des nuages d'acier, des nuages de zinc, des nuages d'or, qui pleuvent, qui s'accumulent.
qui créent des surfaces métalliques lisses, qui reflètent la lumière rougeâtre de la naine brune avec une intensité spectaculaire. Les planètes brillent, elles scintillent comme des billes de mercure dans le noir cosmique. Et si un jour nous parvenons à en photographier indirectement, ce que nous verrons sera à la fois terrifiant et magnifique. Un monde de métal fondu sous un ciel de métal solide. Revenons à notre verre, car il y a un aspect que je n'ai pas encore exploré, et qui est peut-être le plus troublant de tous. La biologie, ou plutôt l'impossibilité de la biologie. Nous avons cherché de la vie dans l'univers en supposant qu'elle a besoin d'eau. C'est notre paradigme, notre critère d'habitabilité. Mais ces planètes à pluie de verre nous forcent à repenser notre définition même de la vie. Car si l'eau est remplacée par du silicate, si le solvant universel devient un minéral fondu, quelle chimie pourrait émerger? Des chercheurs spéculatifs, les exobiologistes les plus audacieux, ont proposé une idée fascinante. La vie silicée. Des organismes dont le métabolisme ne serait pas basé sur le carbone et l'eau, mais sur le silicium et les silicates. Des entités qui boiraient du verre liquide comme nous buvons de l'eau, qui respireraient des vapeurs de quartz, dont les membranes cellulaires seraient faites de cristaux auto-assemblés, rigides mais flexibles, capables de résister à des températures qui carboniseraient toute vie terrestre. C'est de la science-fiction. Peut-être, mais rappelez-vous, il y a 100 ans, la vie dans les sources hydrothermales abyssales était aussi considérée comme impossible. Nous avons découvert des bactéries qui vivent à 122 degrés Celsius dans de l'eau acide, sous des pressions écrasantes. La vie trouve toujours un chemin. Alors qui sait? Dans les nuages de verre de HD 189 733b, dans les rivières de silicates de quelques super-terres inconnues, peut-être existe-t-il des entités que nous ne pouvons même pas imaginer. Des créatures de cristal qui se nourrissent de la pluie qui les a créées, qui se reproduisent en se divisant comme des amas minéraux, qui pensent, si penser est lourd, à des vitesses que nous ne pouvons concevoir, car leur chimie est lente, géologique, immortelle. Une cellule de verre pourrait vivre des milliers d'années. Elle ne se dégraderait pas comme nos cellules fragiles. Elle s'ajouterait, elle grandirait, elle accumulerait des strates comme un arbre accumule des cernes. Et un jour peut-être elle développerait une conscience de silicate, lente mais infiniment patiente, contemplant l'étoile voisine depuis une plaine de verre noir. Mais revenons aux faits, aux données dures qui nous ramènent sur Terre. Car ce qui est incroyable avec ces planètes à pluie de verre, c'est que nous pouvons presque les toucher du doigt. Presque. Grâce au télescope de nouvelle génération, nous commençons à cartographier leurs atmosphères avec une précision inouïe. Le James Webb, avec ses instruments MIRI et NIRSPEC, peut détecter la signature spectroscopique du silicate à des distances de centaines d'années-lumière. Il peut mesurer la taille des particules, différencier le verre amorphe du quartz cristallin, déterminer la vitesse des vents qui transportent ces nuages. Et bientôt, avec les télescopes de 30 mètres qui se construisent au Chili et à Hawaï, nous pourrons même observer la variation temporelle. Nous verrons les nuages se former et se dissiper en temps réel. Nous cartographierons les cycles météorologiques de mondes situés à des décennies de voyage-lumière. C'est une révolution. Nous ne sommes plus des astronomes passifs, recevant la lumière froide des étoiles. Nous devenons des météorologues interstellaires, des observateurs du temps cosmique. Et chaque découverte nous rapproche d'une vérité qui me fait frissonner. Ces planètes ne sont pas des anomalies. Elles sont peut-être la norme. Dans notre galaxie, il y a plus de Jupiter chaud que de Terre, plus de mondes brûlants que de mondes tempérés. Si la pluie de verre est commune, alors l'univers que nous observons est majoritairement fait de ces enfers minéraux. Notre Terre, avec sa douce pluie d'eau, serait l'exception, le miracle, l'aberration statistique dans un cosmos de verre et de feu. Permettez-moi maintenant de vous décrire ce que verrait un observateur. Si un observateur pouvait survivre, debout sur la surface de l'une de ces planètes. Imaginez que vous êtes là.
sur la face nuit d'une Jupiter chaude, verrouillée par marée. Le ciel au-dessus de vous n'est pas noir. Il est rouge, rouge sombre, rouge de braise, car l'étoile voisine, même de ce côté de la planète, éclaire l'atmosphère de sa lueur diffuse. Les nuages au-dessus de vous ne sont pas blancs, ils sont orange. Orange foncé, couleur de cuivre oxydé, car ils sont faits de silicates condensés. Ils s'étendent à l'infini, des chaînes de cumulonimbus minéraux qui crépitent d'éclairs violets. Non pas violets. Les éclairs ici sont blanc-jaune, car ils ionisent des gaz lourds, des vapeurs de sodium et de potassium qui colorent la décharge. Et soudain, vous entendez quelque chose. Un bruit, un grondement. Ce n'est pas le tonnerre, c'est le vent. Le vent qui souffle à des milliers de kilomètres à l'heure, qui déforme les nuages, qui les pousse en vagues comme un océan en tempête. Et dans ce vent, vous voyez les premières gouttes. Elles ne tombent pas droit. Elles viennent de côté, obliquement, portées par la force du jet stream supersonique. Elles brillent. Chaque gouttelette de verre est une petite sphère de feu, incandescente, qui reflète la lumière de l'étoile avec une intensité aveuglante. Elle vous frôle. Elle s'écrase sur le sol à vos pieds. Le sol lui-même n'est pas de la roche. C'est du verre solidifié, noir, lisse, couvert d'impacts frais qui se remplissent aussitôt de nouvelles gouttesses. Vous tendez la main, impossiblement, et une gouttelette vous touche. Ce n'est pas une sensation de brûlure. C'est une sensation de coupe. Le verre en fusion vous tranche la peau avant même que la chaleur ne la cautérise. Vous retirez votre main, ou ce qu'il en reste, et vous comprenez. Ce monde ne vous tue pas avec la chaleur. Il vous sculpte. Il vous taille. Il vous réduit à des composants minéraux qui rejoindront la pluie. Et pourtant, dans cette horreur, il y a une beauté qui me saisit. Une esthétique cosmique qui transcende la dangerosité. Car ces planètes, vues de l'espace, sont magnifiques. Imaginez une sonde qui orbite HD 189 733. Elle voit un disque bleu profond, couleur saphir, strié de bandes sombres, où les nuages de verre sont plus épais. À l'horizon, où le jour rencontre la nuit, une ligne de feu. Une auréole orange où le silicate s'élève en colonne, où les vents transportent la poussière minérale vers la face éclairée. Et de cette face éclairée, un éclat. Un reflet métallique presque blanc, où la surface de verre fondu reflète l'étoile comme un miroir parfait. C'est un bijou, une planète joaillerie. Un monde trop beau pour être habitable, trop dangereux pour être approché. Et c'est peut-être la leçon finale de ces endroits. L'univers n'est pas fait pour nous. Il n'est pas fait pour la vie telle que nous la concevons. Il est fait de processus physiques purs, de thermodynamique brute, de chimie à des températures et des pressions que nous ne pouvons survivre. Et dans cette brutalité, il crée des merveilles, des paysages que notre imagination n'aurait jamais inventés, des cycles météorologiques qui rendent nos ouragans ridicules, des matériaux qui tombent du ciel comme la neige tombent chez nous. Je veux maintenant aborder une question technique qui fascine les planétologues. Comment différencie-t-on, par observation, une planète à pluie de verre d'une autre planète chaude? Quelles sont les signatures spectroscopiques? Quels indices trahissent la présence de silicates condensés? La réponse est dans la polarisation de la lumière. Quand la lumière d'une étoile traverse une atmosphère contenant des particules non sphériques, comme des cristaux de quartz ou des gouttelettes de verre en fusion, elle se polarise. Elle acquiert une orientation préférentielle. En mesurant cette polarisation, les astronomes peuvent déduire la forme des particules. Des sphères créent une polarisation différente de cristaux en aiguille. Du verre amorphe diffuse la lumière autrement que du quartz cristallin. C'est ainsi que nous savons, sans jamais avoir vu directement ces gouttes, qu'elles existent, que leur taille est d'environ 1 micron, que leur concentration est de millions par mètre cube, que leur vitesse de chute, calculée par modélisation, est de plusieurs mètres par seconde dans des vents qui les poussent latéralement à des vitesses supersoniques. C'est de la détection indirecte, certes, mais c'est une détection robuste.
Une preuve physique que quelque part, à des années-lumière de chez nous, il pleut des matériaux que nous utilisons pour fabriquer nos fenêtres. Et si nous parlions un instant de l'avenir, de ce que ces découvertes impliquent pour notre compréhension de la formation planétaire, car ces planètes à pluie de verre remettent en question des modèles établis depuis des décennies. On croyait que les planètes géantes se formaient loin de leur étoile, dans le disque protoplanétaire froid, et qu'elles migraient ensuite vers l'intérieur. Mais la migration implique des interactions gravitationnelles complexes. Elle implique que la planète traverse des zones où la température change drastiquement. Et pendant cette migration, que se passe-t-il avec les matériaux volatiles? Le silicate s'évapore-t-il et se recondense-t-il en cycles qui façonnent l'atmosphère finale? Les planètes à pluie de verre pourraient être les témoins fossiles de cette migration. Leurs atmosphères conservent la mémoire du voyage. La composition des nuages, la taille des cristaux, la vitesse des vents, tout cela encode l'histoire thermique de la planète. En étudiant ces mondes, nous ne voyons pas seulement une curiosité météorologique. Nous lisons un journal de bord géologique. Nous déchiffrons le passé dynamique de systèmes planétaires entiers. Et cela, mes amis, change tout. Cela transforme chaque exoplanète en un livre d'histoire. Chaque nuage de verre en une page. Chaque goutte de silicate en un mot. Il est temps de conclure notre voyage. De refermer cette boucle de curiosité que nous avons ouverte il y a 20 minutes. Vous vous souvenez de la question initiale. Comment une planète peut-elle pleuvoir du verre? Vous avez maintenant la réponse complète. La chaleur extrême qui évapore la roche. L'atmosphère qui transporte ce gaz. Le refroidissement qui le condense. Les vents qui sculptent la chute. La surface qui accumule le résultat. C'est un cycle de feu et de cristal. Un cycle qui se répète des millions de fois par jour sur des centaines, peut-être des milliers de mondes dans notre galaxie seule. Et ce cycle, dans sa répétition mécanique, dans sa violence impersonnelle, porte en lui quelque chose d'almost spirituel. Une démonstration que la matière elle-même est vivante. Qu'elle change d'état, qu'elle voyage, qu'elle se transforme, qu'elle crée et détruit sans cesse. Le verre qui pleut sur ces planètes n'est pas mort. Il est en transit. Il est le sang minéral d'un corps planétaire qui bat, qui respire, qui métamorphose ses propres entrailles. Alors la prochaine fois que vous regarderez une goutte d'eau tomber sur votre fenêtre, pensez-y. Pensez à ces mondes où la goutte serait de verre, où la fenêtre serait déjà fondue, où le ciel serait une tempête de cristaux incandescents, et réalisez à quel point notre Terre est fragile. À quel point notre eau liquide est un luxe cosmique, à quel point notre ciel bleu est une anomalie précieuse dans un univers majoritairement fait de feu et de silicate. Nous sommes les enfants d'une exception statistique, les habitants d'un monde où la pluie nourrit plutôt que de trancher. Et cette conscience, cette gratitude cosmique, est peut-être le plus beau cadeau que ces planètes de verre puissent nous offrir. Elle nous montre l'alternative, elle nous montre ce que nous aurions pu être, ce que nous ne sommes pas. Et dans ce miroir minéral, nous nous reconnaissons plus clairement. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui sur Orbita. Si cette plongée dans l'extrême vous a fait frissonner, si cette pluie de verre a allumé une étincelle dans votre esprit, alors montrez-le. Laissez un like qui compte, un commentaire qui nous dit ce que vous avez ressenti. Et surtout, abonnez-vous à Orbita pour ne manquer aucun de nos prochains voyages, car nous ne faisons que commencer. Les abysses de l'univers sont infinis, et chaque semaine, nous en explorons un nouveau recoin. Ensemble, jusqu'à la prochaine étoile, jusqu'à la prochaine pluie, portez-vous bien et gardez les yeux vers le ciel. Même si, parfois, ce qui en tombe n'est pas de l'eau.